Pierre Farge, vous êtes avocat. Vous avez eu une activité de mannequin étant plus jeune. Comment avez-vous bifurqué vers l'avocature? C'est pas vraiment bifurqué, disons que le métier d'avocat c'est une vocation et une profession. Le métier de mannequin ça n'a jamais vraiment été un métier. Disons que c'est une histoire de rencontre, d'amitié qui me permettait de gagner de l'argent. C'était une facilité. En revanche, le métier d'avocat, c'est à l'issue d'études de droit assez classiques, un programme bilingue, puis après une école de commerce. Et là encore, des rencontres, des stages, des rencontres déterminantes avec certains grands professeurs à l'université et des stages qui ont confirmé cette vocation et cet intérêt pour le droit pénal des affaires. Quel professeur à l'université vous a marqué particulièrement, Ah par j'ai le exemple? souvenir, par exemple, de Guy Carcassonne, qui était un professeur de droit constitutionnel, une matière qui peut paraître abrupte et assez dure et assez difficilement lisible, mais qui la rendait tellement accessible par son humanité, par son intelligence, voilà, et que j'ai eu la chance après de connaître plus personnellement tout au long de mes études et après à la fin, quand j'exerçais comme avocat. Alors, il y a 10 ans, vous fondez votre propre cabinet. Quelle était votre stratégie de développement? Est-ce que vous aviez une vision de long terme? Aucune stratégie de développement. J'ai écouté mon intuition et surtout un besoin très profond de liberté. J'avais travaillé pour des grands cabinets et j'en avais assez de recevoir des ordres et d'être un petit soldat. J'avais besoin d'exister par moi-même. Donc c'était un saut dans le vide. Donc il n'y avait aucune stratégie. Je vivais vraiment au jour le jour en fonction des clients qui voulaient bien me faire confiance. Et donc ça fait aujourd'hui une dizaine d'années. Et le bouche-à-oreille a fonctionné. Les clients, oui, nous font confiance, nous renouvellent leur confiance d'année en année. Et pourquoi la matière pénale, finalement, qui a quand même une certaine spécificité? En fait, au départ, c'est la seule expertise que j'avais. Donc, avec le bouche-à-oreille, j'ai réussi à me faire connaître comme ça. Alors, vous avez fait paraître un ouvrage qui est très marquant, intitulé « Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur ». Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est justement un lanceur d'alerte? Oui, absolument. Ce livre qui est sorti, que j'ai écrit pendant le confinement, qui est sorti aux éditions Jean-Claude Lattès, c'est un succès de librairie. J'ai essayé de rendre accessible au plus grand nombre cette question des lanceurs d'alerte qu'on voyait émerger dans l'opinion, d'abord aux États-Unis, plus timidement en France, puisqu'il y a Edward Snowden, il y a Julian Assange, et la législation en France est beaucoup plus récente, puisque la première loi qui les définit, qui les défend d'une certaine façon, date de 2018, c'est la loi Sapin 2. Donc pourquoi cet engagement? Eh bien, simplement, c'est encore une fois le hasard des rencontres et des dossiers. Je défendais un client est venu me donner conseil et puis j'ai réalisé qu'il disposait d'informations de premier ordre concernant l'intérêt général et qu'il était de son intérêt et de l'intérêt général de le révéler dans le cadre d'une plainte. Donc, la définition du lanceur d'alerte depuis 2018, elle est très claire, elle tient en 3 points. C'est agir dans l'intérêt général, de bonne foi et de façon désintéressée. Alors, vous êtes un avocat engagé, on pourrait dire. Vous défendez des causes qui vous sont chères, comme par exemple celle des réfugiés. Pensez-vous que leur sort n'est pas suffisamment pris en compte dans un pays comme la France? Alors, je pense qu'avocat et engagé, c'est un pléonasme et c'est aussi pour ça que j'ai prêté serment. Et au fil de mes années d'exercice, il m'arrive de prendre part pour des causes assez diverses. Vous avez parlé des lanceurs d'alerte. Il y a aussi eu les femmes victimes de violences conjugales, les réfugiés en 2015-2016. C'est vraiment au gré des rencontres et des sujets dans l'opinion qui me touchent où je décide de prendre part de façon plus ou moins importante et avec le temps que me permettent mes autres dossiers. Donc le drame migratoire effectivement m'a beaucoup affecté en 2015. C'est pour ça que j'ai été allé dans la jungle de Calais, j'avais publié quelques articles, dénoncé la zone de non-droit en plein cœur de la France et j'avais essayé à mon niveau de faire bouger les choses au niveau de l'opinion, mais aussi judiciairement en accompagnant un certain nombre de familles, de mineurs en danger, en regroupant des familles isolées. Alors, vous l'avez évoqué, Pierre Farge, vous êtes aussi engagé dans la défense des victimes de féminicide notamment. Quelle est l'ampleur de ce phénomène terrible dont on parle de plus en plus? L'ampleur, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, depuis le Grenelle des violences conjugales, a pris connaissance, l'opinion prend connaissance du fléau que ça représente. Donc des mesures sont prises, des réformes judiciaires sont intervenues, des délais d'audiencement ont raccourci devant les juges aux affaires familiales, mais ça reste très long
Et il reste encore beaucoup à faire puisque les féminicides, maintenant on les dénombre, demeurent toujours trop nombreux. Donc vous traitez des dossiers liés aux problématiques de corruption dans un contexte où la France a récemment dégringolé au classement de Transparency International à la 25e place. Quel est votre sentiment sur le sujet? Mon sentiment, c'est que ces classements sont assez subjectifs et que la France est dégringolée ou pas, la corruption est un combat de tous les instants pour lequel il faut lutter tous individuellement. On a notre rôle à jouer individuellement. J'essaie de la jouer comme je peux en ma qualité d'avocat, mais aussi de citoyen. Alors le métier d'avocat n'est pas facile. Beaucoup de jeunes avocats et notamment de jeunes avocates abandonnent la robe, comme on dit, après quelques années. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre cas? D'abord, j'ai beaucoup de chance, mon métier me plaît. Mon cabinet fonctionne depuis une dizaine d'années. Je pense que c'est beaucoup une question de personnalité, ce métier, donc d'indépendance, de liberté. Après, il est vrai que le nombre d'avocats a doublé en 20 ans. Il y a une paupérisation très importante de la profession. Je pense peut-être, pour éviter ces défections, le fait que certaines, vous dites, raccrochent la robe, peut-être que la sélection se fasse plus tôt à l'université ou avant l'entrée à l'école des avocats au concours pour éviter de perdre autant d'années. Et peut-être faire plus d'expérience. Je reçois tous les ans de nombreux stagiaires à mon cabinet et peut-être apprécier dans le cadre d'expériences professionnelles si c'est ou non une vocation. Je pense que c'est un métier passion, un métier de vocation où l'on peut trouver sa place, se réaliser, s'épanouir, mais c'est aussi très difficile et si on ne l'exerce pas pleinement, eh bien, ça peut être compliqué de s'épanouir dedans. Alors vous êtes attaché à votre indépendance, vous l'avez dit, et vous préférez avoir donc votre propre structure que de dépendre d'un gros cabinet. Est-ce que cela vous donne plus de liberté dans le choix des dossiers au quotidien? Évidemment, c'est ce qui fait notre force, notre indépendance, notre liberté. C'est vrai que les gros cabinets, bien, il y a des conflits d'intérêts, notamment en matière de lanceurs d'alerte, avec des pouvoirs politiques, des pouvoirs médiatiques, des pouvoirs économiques qui sont impliqués. Le fait de nous saisir, en général, rassure les lanceurs d'alerte. Alors notre monde connaît des bouleversements importants, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau international, mais également sur le plan intérieur. Pensez-vous que l'état de droit pourrait être menacé dans un pays comme la France? L'état de droit, c'est une notion qui est très vague, c'est une idée comme la justice, mais je reviendrai volontiers en débattre. Mais c'est un sujet à part entière, l'état de droit. Ça me fait penser à ce mot, je ne sais plus de qui. Il y avait un auteur ou un philosophe qui avait dit la France des droits de l'homme et qui avait été corrigé par quelqu'un dans la salle et qui avait dit la France, l'auteur de la déclaration des droits de l'homme. Donc je pense qu'il faut bien distinguer ces notions, ces mots. L'état de droit, ça veut tout et rien dire. C'est ce qu'on en fait individuellement. C'est ce que les pouvoirs publics en font et c'est comment les pouvoirs publics respectent l'état de droit et le citoyen respecte l'état de droit. Je pensais par exemple récemment à tout ce qui a concerné les questions autour de l'indépendance justement de la justice et du fait que cette indépendance pouvait être critiquée, voire mise à mal par certains courants. Le gouvernement des juges. Non, mais reproche certains. Ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire certains partis politiques qui on peut considérer que finalement les juges n'auraient pas forcément leur mot à dire. C'est clair. Non, mais dans un état de droit, justement, c'est plutôt heureux que les juges aient leur mot à dire, que la justice soit indépendante. Mais qu'on le veuille ou non, on assiste clairement à un pouvoir de plus en plus important de l'autorité judiciaire. On le voit dans l'affaire libyenne de M. Sarkozy, on le voit dans l'affaire du financement du parti politique de Mme Le Pen. Je suis assez scandalisé qu'une autorité judiciaire puisse interdire à une personnalité politique de se représenter. Je crois très fermement à la présomption d'innocence et je pense que ce pouvoir de se représenter ou de ne pas se représenter doit appartenir au peuple, au suffrage universel. Mais vous ne pensez pas que c'est l'application de la loi et qu'en conséquence, quel que soit en l'occurrence, l'application de la loi, il est vrai que les parlementaires ont scié la branche sur laquelle ils étaient assises en permettant cette inéligibilité voilà quelques années et l'exécution provisoire d'une décision de justice. On peut tordre le droit. Maintenant, que ce soit dans ces deux dossiers que je vous ai cités, le procureur, puisqu'on n'en est qu'à ce stade, on n'a pas de délibéré dans l'affaire de M. Sarkozy, n'était absolument pas obligé de requérir si fermement.
Quant au jugement de première instance qui a été prononcé contre Madame Le Pen, il n'était absolument pas obligé d'ordonner cette exécution provisoire de l'inéligibilité. Alors vous défendez, Pierre Farge, des causes fortes, hein, comme nous l'avons vu. Êtes-vous un homme politique qui s'ignore? Je ne fais pas de politique, j'essaie de ne pas en faire. Je pense qu'un avocat, et ceux qui m'ont inspiré ce métier, ont toujours défendu cette ligne, doit pouvoir défendre des causes de toutes les colorations politiques imaginables, de gauche comme de droite. J'essaie de ne pas politiser les causes que je défends. Et justement, ça qui est intéressant finalement, votre vision du métier d'avocat, c'est quelqu'un qui est engagé, mais qui ne défend pas une idée. L'indépendance. Ouais, qui défend pas une idée, mais qui défend plutôt des clients finalement. Contre... Une idée de justice, c'est des causes plus que des clients. Les clients vivent leur drame, on les défend. C'est une idée de la justice que je défends. Est-ce que vous pourriez défendre une personne qui a des convictions diamétralement opposées aux vôtres? C'est un exercice intellectuel, mais en général, lorsqu'il y a beaucoup de clients dont je découvre les idées, a posteriori, ils me saisissent pour un problème de droit parce qu'ils sont poursuivis ou parce qu'ils souhaitent poursuivre. Et c'est après, en faisant connaissance, que je découvre leurs idées. Et ça ne change absolument pas le traitement de leur dossier. C'est sans importance pour le débat judiciaire et juridique.